merci d'accepter de faire ce live. Et en fait, voilà, le sujet que j'ai trouvé très intéressant, qui est l'apnée du sommeil chez l'enfant. Moi, en tant que médecin, je connaissais l'apnée du sommeil chez l'adulte, et j'ai découvert donc sur ton LinkedIn en fait ce problème qui existe chez l'enfant, avec des particularités, des incidences sur la scolarité. Alors déjà, je voulais que tu te présentes pour que l'on puisse savoir pourquoi tu es arrivé à t'intéresser plutôt à ce sujet-là. Très bien, merci beaucoup Catherine, et effectivement je suis ravie que le monde de l'allergologie rejoigne le monde du sommeil par ton intermédiaire, avec l'article que tu as écrit et ce live aujourd'hui. Je m'appelle Madia Elafi, je suis pneumologue de formation. Je suis venue à l'allergologie un peu plus tard dans mon cursus, et je suis passée par la prise en charge de mucoviscidose, de myopathie, avec toute la particularité de la ventilation nocturne. Et en fait, mon activité a télescopé ma vie de mère de famille, puisque, comme tu sais, je suis la maman comblée de 4 enfants. Et donc, j'ai vécu... comme beaucoup de mamans, les vicissitudes et les difficultés de sommeil de mes bambins, pour lesquels on m'a souvent renvoyée vers des conseils de base qu'on nous donne nos grands-mères et nos mamans, de dire qu'il faut les laisser pleurer, et qu'on est des mamans un peu trop lourdes, et qu'on les allait trop longtemps, et qu'on répond trop souvent à leurs demandes, qu'on donne trop de biberons, tout ça. Et en fait... j'ai réalisé que mes enfants, tout d'abord mon fils aîné, puis ensuite les autres, avaient en fait des difficultés à respirer correctement la nuit. Et donc, de fil en aiguille, entre congrès et formation, je me suis intéressée de plus en plus, d'autant plus que j'ai commencé à pratiquer l'allergologie, à m'intéresser à l'association et le pourquoi du comment de tous ces problèmes. On peut dire qu'il y a à peu près 5% des enfants qui sont concernés. Hein. Alors si on fait une comparaison, moi je dirais que sur 4 classes de 25 élèves, en fait, il y a au moins un élève par classe qui peut être concerné par ce problème. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que nous sommes quand même, moi et d'autres confrères et consoeurs, hein, tu sais qu'on a créé une association qui s'appelle IDEAS, Interdisciplinarité Enfants, Adolescents et Sommeil, pour faire émerger cette problématique et prendre à bras-le-corps la prise en charge qui doit être multidisciplinaire de ces enfants. On n'a plus envie d'entendre parler de maladies rares. Ça n'est pas rare. Une pathologie qui touche donc au minimum dans les publications entre 2 et 5% des enfants. C'est une maladie fréquente, puisque tu sais que l'asthme c'est 10% des enfants, les allergies alimentaires c'est 7% des enfants. Et quand on compare à d'autres pathologies chroniques de l'enfant qui sont plus connues, comme le diabète ou l'épilepsie, qui touchent elles 1% des enfants, on compare ça à des maladies rares. Les maladies rares, c'est moins de une personne sur 2000. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Quand on dit 5%, c'est qu'effectivement, au minimum, dans une classe, on a un enfant qui peut être concerné. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de conséquences pour lesquelles on pourrait agir pour améliorer le quotidien des enfants, de leur famille, des enseignants, des gens qui sont tout autour, si l'information était diffusée, que les formations étaient plus axées sur cette prise en charge. Déjà, comment on peut soupçonner qu'il y ait des troubles ventilatoires, parce que bon, chez l'adulte, on va plutôt dire apnée, et chez l'enfant, plutôt troubles ventilatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'arrêt respiratoire nocturne, mais plutôt des symptômes qui vont alerter les parents tout au long de la nuit, et même de la journée, puisqu'en fait, il va y avoir une incidence aussi sur le caractère dans la journée et sur la scolarité. Les plus évidents, l'enfant qui ronfle comme un sonneur, qui va éveiller tout le monde. Quand le parent dort avec, il l'entend s'arrêter de respirer, parce que là, pour le coup, il entend vraiment une apnée. Un enfant qui a un sommeil très agité, qui transpire beaucoup, qui est très fatigué dès le matin, qui s'endort partout. Donc là, c'est facile.
je dirais, et même, quand bien même c'est facile, on arrive encore à voir des enfants en consultation qui ont ce tableau caricatural et pour lequel personne ne s'est arrêté, fait un pas de côté en se disant bah, c'est pas normal. Que la respiration soit bruyante, ça veut déjà dire qu'il y a un obstacle. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un syndrome d'apnée du sommeil, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui gêne. Or ça, on le connaît en tant qu'allergologue, puisque en allergo, la rhinite allergique, un des signes de sévérité, c'est quoi? On le sait depuis longtemps, c'est la perturbation du sommeil et la fatigue qui va avec. Au final, c'est la même chose. J'ai un obstacle, donc ça peut être ma rhinite allergique avec mon obstruction nasale, ma muqueuse congestionnée. Ça peut être le fait que tous mes organes lymphoïdes sont stimulés par ces allergies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les végétations vont grossir et devenir obstructives. Ces végétations, elles sont comme les amygdales, une première ligne de défense contre les infections, donc c'est normal qu'elles grossissent, et c'est normal aussi qu'elles se réduisent de taille. Or, chez l'enfant allergique, qu'est-ce qui se passe? Elles sont en permanence stimulées, ou alors elles sont stimulées par période, et c'est là où il faut se méfier de quand est-ce qu'on voit l'enfant en consultation, parce que des fois, moi je vois l'enfant, on voit nous en tant qu'allergo, l'enfant a un taux de T, il va pas bien, on l'envoie chez l'ORL quelques temps après, le temps qu'il ait rendez-vous, et puis il est vu en plein milieu de l'été, et le collègue ORL dit non, il va très bien. Parce que nous, on l'a vu au moment où il était stimulé, soit par les allergies aux acariens, soit par l'allergie au pollen de graminées, et le temps qu'il ait son rendez-vous et son examen ORL, finalement, ça a réduit de taille. On a vraiment des fois des discordances entre, moi je décris des amygdales classe 3, donc les amygdales qui sont très grosses, qui ne se touchent pas mais qui quand même prennent beaucoup de place, et puis le collègue les voit à un moment où elles ont réduit de taille. On le voit en période infectieuse, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un ensemble de choses qui vont venir gêner le flux respiratoire et faire que le sommeil va être fragmenté. L'image souvent que je donne, je ne sais plus qui avait donné cette image que j'ai reprise, pour bien comprendre ce que c'est que ces troubles respiratoires obstructifs, c'est je suis gênée pour respirer, je fais des efforts respiratoires, et au bout d'un moment, je me réveille une fraction de seconde, et je me rendors. Donc là, l'enfant, le matin, il va se lever en disant « je me suis réveillé plein de fois ». Il va y avoir des enfants qui vont se réveiller dans la nuit, qui vont réclamer, suivant l'âge, de boire, de zéter, d'aller faire pipi, d'avoir leur petite bouteille d'eau. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi déjà faire penser que s'ils ont soif, c'est qu'ils ont la bouche ouverte, donc il y a un obstacle. Il y a deux enfants, on les pose, à 8 heures, poum, ils s'endorment, et ils redorment jusqu'au lendemain matin à 8 heures, et les parents disent « non, non ». Il dort très bien, alors qu'en fait, il cherche la durée et la qualité n'est pas là. On va avoir des symptômes dans la journée. Et c'est donc cette difficulté à faire rentrer de l'air et ces micro-éveils, c'est comme si tu avais quelqu'un, tu sais, quand tu es en train de t'endormir, tu endormi profondément, il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule et qui dit réveille-toi. C'est extrêmement désagréable. Si on nous fait ça toutes les 30 secondes, toutes les 2 minutes, tout au long de la nuit, le lendemain, on est fatigué. La qualité du sommeil est altérée, ce qui fait que le lendemain, en fait, l'enfant, il peut être bougon, il peut être irritable, et au niveau de la concentration de la scolarité, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait attendre d'un enfant qui n'a pas ces modifications favorisant, à part l'atopie, il y a la surcharge pondérale, je pense. Alors, certainement, c'est clair que y a beaucoup de données, notamment dans les études américaines, sur l'enfant obèse. Et donc, on va avoir plus chez le grand enfant, fin de primaire, collège, adolescent, l'obèse, qui va être plus somnolent, qui va ressembler plus au tableau qu'on va chez les adultes. C'est un des facteurs. Moi, un des facteurs sur mon recrutement d'allergologue, et de spécialistes du sommeil, c'est souvent des enfants qui vont être plutôt en retard pondéral, qui vont peiner à prendre du poids et qui vont être vraiment gênés par l'obstacle à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur que ça gêne. La surcharge pondérale, la prise de poids, ça va être un facteur aggravant. D'accord. Mais ce n'est pas seul facteur et on peut très bien avoir des apnées du sommeil. C'est là où les gens ne comprennent pas quand ils n'ont pas l'habitude, parce que pour tout un chacun, l'apnée du sommeil, c'est l'adulte de 50-60 ans obèse qui s'endort à table. Totalement.
Alors que nous, dont on parle, c'est l'enfant, quel que soit l'âge, ça peut commencer très tôt, qui va avoir du mal à respirer et qui peut avoir du mal à grandir et à grossir. On a des vrais retards de croissance. Pas tous, Très jeune, mais on peut avoir, 3 ans, c'est ça? mais même avant, tu as des enfants à 6 mois, 8 mois, 9 mois, ils sont déjà gênés.